Le 15 février 2023, exactement à 0h10 du soir, un appel d'urgence est reçu au numéro 999. Le lieu de l'incident, une maison sur Glenbrook Road, une banlieue tranquille où normalement rien d'inhabituel ne se produit. Les policiers de patrouille qui arrivent trouvent dans la cuisine 2 personnes. Kilwa D, qui venait récemment d'avoir 9 ans, et son frère cadet Sean D, qui n'avait que 6 ans. Tous deux gisent inconscients. L'équipe médicale, agissant rapidement et méthodiquement, tente désespérément de sauver les deux. Cependant, à 1h05, après 55 minutes atrocement longues, les médecins constatent que les frères n'ont pas pu être sauvés. Le premier diagnostic est bref et terriblement indéfini, effet toxique inconnu. Les enquêteurs commencent immédiatement le travail. La cuisine de la maison semble ordinaire. Meubles minimalistes, propreté ordonnée, rien de suspect, excepté un élément petit mais important. Sur la table se trouvent 3 tasses dans lesquelles on voit des restes de cacao, la boisson nocturne préférée de la famille. Un regard ordinaire n'enregistre rien, mais la pratique d'enquête exige un examen approfondi de tous les détails suspects. Dès le matin du jour suivant, le laboratoire CUH, équipé de l'équipement le plus moderne, confirme. Sous le microscope sont découvertes dans la boisson des particules minuscules, pratiquement invisibles, d'une substance inconnue. Ce que cachent exactement les tasses est la question principale qui maintient l'équipe d'enquête en suspens. Des informations supplémentaires proviennent de la caméra de l'interphone. On voit clairement comment à 18h15 de cette même soirée, la voisine Mary B, âgée de 66 ans, entre dans la maison. Dans ses mains, elle porte une assiette avec des biscuits faits maison. Elle reste dans la maison pendant 21 minutes et sort à 18h36. La vidéo la montre manifestement préoccupée. La femme est nettement nerveuse, se passe la main dans les cheveux, regarde autour comme si elle craignait quelque chose. La première alarme dans la maison se produit considérablement plus tard, à 21h10. Kilwa et Sean commencent à se plaindre de douleurs abdominales aiguës et fortes. La mère, Anna D, âgée de 39 ans, réagit rapidement et appelle immédiatement la direction d'urgence du médecin de famille. Le spécialiste conseille de leur donner des analgésiques et de les observer. Anna suit la recommandation. À chacun, elle donne 250 mg de paracétamol et tente de calmer les deux. Cependant, il n'y a pas d'amélioration. Au contraire, après 2 heures, les symptômes s'aggravent drastiquement. À 23h05, la mère appelle à nouveau le médecin, qui cette fois recommande de ne pas attendre et d'appeler immédiatement une ambulance. Pendant ce temps, la police élabore déjà une liste de ceux qui pourraient être liés aux événements. Le premier à entrer dans le viseur des enquêteurs est le père, Patrick D, âgé de 43 ans. Selon ses propres mots et les caméras de surveillance, il quitte la maison à 18h55 et va au service de nuit. Le portier de l'entreprise Johnson Controls enregistre sa voiture exactement à 19h02. La vérification des enregistrements vidéo et la confirmation du chef d'équipe rendent l'alibi de Patrick extrêmement fiable. Maintenant, toute l'attention se dirige vers la grand-mère de Kilwa et Sean, Eleanor D, qui a 74 ans. Elle est la seule personne adulte qui reste dans la maison après le départ de Patrick. Les voisins la décrivent donc comme une femme calme et équilibrée, mais les enquêteurs savent que dans de tels cas, les premières impressions coïncident rarement avec la réalité. C'est précisément Eleanor qui a préparé le cacao du soir pour les enfants. Et c'est précisément elle qui aurait pu remarquer si quelque chose n'allait pas avec la boisson ou les biscuits. La voisine, Mary B, éveille le premier et intense intérêt de l'équipe d'enquête. Sa nervosité évidente amène les policiers à lui poser des questions embarrassantes. Mary s'empresse immédiatement d'expliquer que Kilwa et Sean toléraient mal le chocolat, et c'est pourquoi les biscuits qu'elle avait apportés étaient diététiques et sûrs. Ces paroles sont reçues avec scepticisme. Cependant, l'examen de la composition des biscuits dès le matin confirme qu'ils ne représentaient aucune menace. La tension de la voisine, selon l'opinion de la police, est plutôt causée par le choc du terrible événement dans la maison voisine et non par sa participation directe.
Exactement au moment où les médecins établissent un choc toxique inconnu, l'équipe d'enquête prend une décision clé. Les tasses avec les restes de boissons sont soigneusement scellées et envoyées immédiatement au laboratoire CUH pour une analyse toxicologique approfondie. Le rapport est attendu le matin et de lui dépendra vers où se dirigera l'enquête. Les premières 24 heures de l'enquête ont donné à la police une image claire mais encore incomplète de la présence de Patrick D., le père de Killua et Sean, pendant le service à l'entreprise Johnson Controls. Le système d'accès de l'entreprise a confirmé. Il est entré dans l'enceinte à 19h02 du soir et l'a quitté exactement à 3h41 du matin. Mais une particularité est apparue. Une petite lacune qui a sauté aux yeux et nécessitait une explication. De 19h45 à 20h30, un intervalle gris a été noté chez Patrick. Le service a été enregistré par le système de suivi des tâches. Cependant, exactement dans cette fenêtre de temps, aucun progrès n'a été enregistré. C'est précisément cet intervalle qui a intéressé les enquêteurs en premier lieu. La vérification des caméras de surveillance de l'entreprise dans la cafétéria a montré Patrick à 20h05 à table en train de dîner. Mais les enregistrements clés de 20h10 à 20h25 manquaient complètement. La raison s'est avérée banale et officielle. À ce moment-là, le département informatique effectuait un échange des disques durs de vidéosurveillance. Le protocole de maintenance correspondant existe et la procédure est documentée. Une autre raison de question était la déclaration du chef d'équipe. La carte de pointage, qui confirmait le temps de présence de Patrick au lieu de travail, a été signée par le chef à 3h50, 9 minutes après le départ de Patrick. Cependant, il a déclaré directement aux enquêteurs qu'il n'avait pas vu Patrick approximativement de 19h30 à 20h40. Une telle déclaration, bien que prudente, a immédiatement intensifié les soupçons et a amené la police à creuser plus profondément dans cette direction. Patrick a été rapidement et discrètement convoqué pour interrogatoire. Sa réponse à la question principale sur l'intervalle gris a sonné simple et confiante. « J'ai aidé un collègue dans l'atelier automobile du bloc C. Malheureusement, j'ai laissé le téléphone sur la table commune. » Le collègue mentionné par Patrick a effectivement confirmé que le téléphone portable du père de Killua et Sean était resté dans la cafétéria pendant l'intervalle indiqué et n'avait pas été utilisé, mais Patrick lui-même a eu du mal à se rappeler les détails de ce qu'il avait fait avec le collègue pendant ces 45 minutes. Cette incertitude s'est avérée essentielle. La police a fait un pas supplémentaire et a envoyé une équipe pour étudier les caméras de surveillance externes installées le long des principales artères de circulation et objets proches. L'attention des employés de la Garda a été attirée par une caméra de rue d'une station-service sur la route R610. À 20h40, on voyait clairement sur la vidéo une limousine argentée qui ressemblait beaucoup à la voiture de Patrick. Mais le détail important, la plaque d'immatriculation de la voiture était complètement floue par la pluie et l'éblouissement des phares du trafic en sens inverse. À ce moment, la version sur la possible excursion de Patrick en dehors du site de travail n'était qu'une hypothèse. L'enquête ne pouvait ignorer cette coïncidence. Cependant, elle restait à ce stade une question ouverte, sans confirmation ferme. La voiture qui ressemblait à la sienne aurait pu théoriquement appartenir à toute autre personne. Mais pour les enquêteurs, toute incertitude était un point critiquement important pour les efforts. Les employés du département sont allés spécifiquement à la station-service et ont demandé des données sur les transactions clients pour cette période. Cependant, aucune transaction n'a été enregistrée qui aurait pu connecter Patrick de manière univoque avec le lieu. Le soir du 16 février, à 22h50, le rapport toxicologique préliminaire du laboratoire CUH est arrivé. Les résultats d'analyse de Patrick se sont avérés complètement propres de substances étrangères, excepté la caféine et les métabolites de paracétamol. Aucune trace de la toxine avec laquelle Killua et Sean ont été empoisonnés n'a été trouvée dans son organisme. Cela a considérablement renforcé sa position et a partiellement réduit les soupçons contre Patrick. Mais la police savait bien que ce n'était pas encore une preuve d'innocence complète. La question restait ouverte. Cependant, le focus de l'enquête a commencé à se déplacer inévitablement vers l'entourage le plus proche de la famille, en particulier vers ceux qui se trouvaient directement dans la maison
au moment de l'apparition des premiers symptômes chez Killua et Sean, il était maintenant clair que les détails de la vie privée de Patrick doivent être étudiés beaucoup plus profondément. Un homme calme et silencieux, travailleur responsable qui n'a jamais eu de plainte de la direction. Dans son dossier personnel, 0 mesure disciplinaire, parcours professionnel uniforme. Les collègues le décrivent comme un homme taciturne et renfermé qui évite les conversations superflues et les contacts sociaux. Le fait que son téléphone soit resté sur la table commune de la cantine s'accordait facilement avec une telle caractéristique de personnalité. Cependant, au moment critique, les enregistrements disparus et les témoignages sur les 45 minutes non comptabilisées ont représenté une raison pour une enquête plus attentive de cette personne. Plus l'enquête s'approfondissait dans la personnalité de Patrick, plus il devenait clair que l'image simple, apparemment calme et responsable d'une personne, contient beaucoup plus de nuances et de zones sombres qui restent à enquêter. Le 17 février 2023, l'enquête dirige son attention vers Eleanor D., la grand-mère de 74 ans de Killua et Sean. Dans son historique financier sont découvertes des dépenses inattendues et étranges, de gros montants en espèces, 1 200 € en janvier et encore 1 800 € début février. Eleanor elle-même, sans cacher ses dépenses, a informé les proches de l'achat d'un nouveau canapé. La vérification de l'appartement familial ne confirme pas cette version. Aucun meuble n'a été ajouté. L'attention des policiers se porte sur un magasin spécifique, Greenleaf, spécialisé dans les produits écologiques. Selon les enregistrements du journal interne, un achat étrange y a été effectué le 12 février. Une femme avec les initiales ED a acheté des granulés organiques pour rongeurs. L'enregistrement est accompagné d'une signature et des 4 derniers chiffres de la carte bancaire qui correspondent complètement aux données de la carte d'Eleanor. Le caissier interrogé se souvenait bien de l'acheteuse et l'a identifiée immédiatement sur la photo. Le caissier se souvenait en détail de la conversation inhabituelle. La femme demandait très poliment et calmement quel dosage exact des granulés serait sûr pour les oiseaux domestiques. Un tel détail a immédiatement éveillé l'intérêt logique des enquêteurs. Quels oiseaux exactement Eleanor pourrait-elle avoir eu en tête et pourquoi a-t-elle choisi un produit si spécifique? L'enquête mène rapidement une conversation avec la mère de Killua et Sean, Anna D., 39 ans. Anna informe la police qu'elle connaît la phobie spécifique de sa belle-mère. Eleanor avait une peur panique des rongeurs, cependant. Anna déclare fermement qu'elle n'avait jamais remarqué un seul rongeur ni dans la maison elle-même ni dans les espaces auxiliaires adjacents. L'examen médico-légal inspecte et documente soigneusement le grenier et la cave de la maison. La recherche de traces de rongeurs, qu'il s'agisse de nids ou d'excréments, se termine par un échec total. Le grenier et la cave sont absolument propres et ne portent aucun signe de présence de nuisibles. La phobie d'Eleanor reste pour l'instant une explication de ses actions, mais perd le lien avec les faits objectifs. Simultanément à la vérification d'Eleanor apparaît une autre version qui occupe temporairement l'enquête. Dans la maison sont trouvés des documents d'une police d'assurance au nom de Killua et Sean. La police a été contractée relativement récemment, ce qui a provoqué des soupçons immédiats concernant la mère, Anna D. L'hypothèse est apparue que c'est précisément elle qui aurait pu utiliser les biscuits apportés par la voisine Mary comme instrument d'empoisonnement. Cependant, l'examen criminaliste effectué par chromatographie liquide avec spectrométrie de masse résout rapidement toutes les questions. Les biscuits livrés par Mary sont absolument propres de substances toxiques. L'analyse de la vidéo de l'interphone confirme aussi que la voisine avait quitté la maison bien avant l'apparition des premiers symptômes. Ainsi, la version des biscuits d'Anna est officiellement exclue de l'enquête. Pendant ce temps, lors de l'inspection minutieuse de la maison, un objet apparemment insignifiant attire l'attention des criminalistes. Une paire de ciseaux ménagers. Cependant, sous le microscope sont découvertes sur les lames des ciseaux de petites inclusions vertes d'origine inconnue. La substance est si minuscule que sans analyse de laboratoire, il est impossible de comprendre pourquoi exactement ces ciseaux ont été utilisés. Les ciseaux sont immédiatement envoyés pour une analyse détaillée par chromatographie liquide haute performance.
Les résultats de cette recherche pourraient être la clé pour résoudre toute la chaîne d'événements. Le matin du 18 février 2023 commence avec l'arrivée du rapport du laboratoire HPLC de la Garda. L'analyse est extrêmement précise. Les microcristaux verts découverts sur les ciseaux ménagers et dans les tasses appartiennent au rodenticide industriel Antico, avec le principe actif Brodifacoum 0,005%. Maintenant est officiellement établi le poison qui fut la cause de la tragédie avec Kilauea et Sean. Le détail clé du rapport restreint drastiquement le cercle des suspects. Les particules toxiques ont été trouvées seulement dans 2 tasses, celles destinées à Kilauea et Sean. La 3e tasse qui était sur la table et fut utilisée par une personne adulte s'est révélée complètement propre. Bientôt, les enquêteurs obtiennent une confirmation supplémentaire de la culpabilité d'Eleanor. L'employé d'entrepôt du magasin Greenleaf la reconnaît clairement et sans doute sur la photo et confirme la vente d'un paquet de 500 grammes d'Antico. Il se souvenait de ce moment non seulement parce que le produit est spécifique, mais aussi parce que l'acheteuse montrait un intérêt élevé pour la sécurité de l'utilisation de la substance dans le ménage près des animaux. Vers le soir du même jour, Eleanor est amenée au commissariat pour interrogatoire. Sans accompagnement d'avocat, elle semble calme et répond aux questions de l'enquête de manière réservée et claire. Aux preuves qui lui sont présentées, les ciseaux avec des microcristaux du poison découvert, Eleanor répond simplement et sans émotion superflue. Elle affirme les avoir utilisés exclusivement à des fins ménagères, particulièrement pour couper des fils pour tricoter. Cependant, le criminaliste présent lors de la conversation explique que le caractère des traces sur les lames des ciseaux correspond complètement à l'ouverture précisément d'un sac sous vide avec du rodenticide. L'expert souligne que les objets ménagers ne laissent pas de traces similaires. C'est un marqueur technique clair du travail avec un emballage d'un type concret. La position d'Eleanor devient de plus en plus instable. L'enquête continue méthodiquement à lui présenter les faits découverts, y compris le témoignage de Greenleaf et les données de laboratoire. Parallèlement, les enquêteurs découvrent lors de l'inspection répétée de la maison dans la chambre de Kilauea et Sean un emballage vide du médicament Zolpidem avec un dosage de 10 mg. Cette découverte suscite la supposition qu'une action combinée de 2 préparations pourrait avoir eu lieu. Cependant, il n'y a pas de confirmation directe de ce scénario, et cette hypothèse reste pour l'instant sans conclusion définitive. Après plusieurs heures de conversation sur fond de pression probante intensifiée, Eleanor accepte de signer une brève confession. Elle y indique qu'elle a personnellement acheté Antico et l'a elle-même introduit dans les boissons de Kilauea et Sean. Cependant, sa confession est sèche et manque de toute explication sur les raisons de son acte. Mais après quelques minutes, Eleanor change drastiquement sa position. Elle déclare à l'enquêteur qu'elle retire sa confession, rétracte ses paroles précédentes et insiste sur la fourniture d'un avocat. L'enquête est obligée de terminer immédiatement la conversation et de reporter la continuation de l'interrogatoire jusqu'au matin du jour suivant. Le 22 avril 2024, le tribunal pénal central de Dublin annonce le verdict dans l'affaire Eleanor D. et met un point final à l'un des cas les plus troublants des dernières années. Plus d'1 an après les événements tragiques de Glenbrook Road, l'enquête établit avec une précision absolue chaque étape du crime commis par cette femme de 75 ans, précédemment remarquable par rien. Eleanor D. est déclarée coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre prémédité avec cruauté particulière. L'enquête et le procès soigneusement mené établissent les détails de la préparation et de la commission du crime, jusqu'au moindre détail. Selon les documents judiciaires, le crime a commencé bien avant le 15 février 2023. Le 12 février, Eleanor a visité le magasin spécialisé Greenleaf et a effectué l'achat de 500 grammes de rodenticide industriel Antico TM, qui contient la substance hautement toxique Brodifacoum, à une concentration de 0,005%. Le paiement a été effectué avec sa carte bancaire, ce que confirmèrent les protocoles de points de vente et les enregistrements de vidéosurveillance du magasin. Plus tard, à la maison,
Eleanor a ouvert soigneusement avec des ciseaux de cuisine ordinaires le sac sous vide contenant la substance toxique. L'examen technique a confirmé que le caractère des microtraces sur les ciseaux correspond exactement à une telle ouverture de l'emballage. Le jour du crime, Eleanor a ajouté délibérément environ 1 gramme de cette poudre aux tasses de cacao destinées à Kilwa et Sean. La concentration de poison dans les tasses était, selon les données du laboratoire HPLC, de 1,05 mg par millilitre de liquide, ce qui dépassait plusieurs fois le seuil de la dose létale pour l'âge et le poids des 2 victims. La participation d'autres personnes au crime est complètement exclue. La vérification détaillée de l'emploi du temps de Patrick D., le père de Kilwa et Sean, a confirmé qu'il se trouvait sur son lieu de travail au moment de la commission du crime. L'entreprise Johnson Controls a fourni à l'enquête des protocoles techniques du serveur et des enregistrements vidéo de la cantine de l'entreprise, qui ont prouvé de manière convaincante que Patrick n'avait pas quitté les locaux de l'entreprise une seule minute. L'intervalle gris de 45 minutes qui était apparu précédemment était une erreur technique et ne signifiait pas l'absence de l'employé de son poste de travail. De plus, la supposition que Patrick aurait pu utiliser la voiture et quitter l'entreprise a été définitivement fermée. La voiture enregistrée dans la rue R610, qui ressemblait à la limousine de Patrick, s'est avérée être un taxi de marque Hyundai i40, dont l'appartenance a été entièrement confirmée par les employés du bureau d'enregistrement des Aude, véhicule Garda. Ainsi, la version sur la participation de Patrick aux événements de ce soir-là a été complètement et officiellement exclue. Une autre fausse piste fermée fut la découverte d'un blister vide du médicament Zolpidem dans la maison. L'examen effectué a confirmé l'absence complète de cette substance dans l'organisme de Kilwa et Sean. De plus, le blister était périmé depuis plusieurs années et ne pouvait avoir aucun rapport avec le crime survenu. Le moment le plus discuté de la séance finale du tribunal fut le comportement de l'accusée elle-même. Eleanor s'est comportée extraordinairement retenue. Sans émotion visible, elle a perçu toutes les étapes du procès. Au moment de la lecture de la sentence, elle a communiqué au tribunal brièvement et froidement qu'elle considérait la sentence tout à fait juste et logique, compte tenu de son âge. Le juge a refusé de commenter cette déclaration et n'a fait que noter la formalité de l'exécution de la sentence. Le tribunal a établi le motif du crime et a révélé le long conflit interne au sein de la famille D. Eleanor a agi par le désir de détruire complètement l'intention de son fils Patrick, de vendre la maison familiale, ce qui aurait signifié son transfert dans une maison de retraite. L'enquête et le tribunal ne doutent pas que précisément la peur de perdre la maison et la vie habituelle a poussé Eleanor à des mesures si extrêmes. Depuis le moment de la prononciation officielle de la sentence, l'affaire a reçu le numéro officiel d'inventaire 34 Dublin et a été fermée avec transfert aux archives centrales. L'enquête a épuisé toutes les questions et incertitudes possibles et a reconstitué le déroulement des événements minute par minute. Ferme isolée des Macpherson dans le nord de l'Australie. 7 années de silence interrompues par la visite fortuite d'un médecin. Derrière une clôture en tôle ondulée, des fragments d'os sont découverts qui bouleverseront le destin de tous les habitants. 3 dates, 3 disparitions mystérieuses, remarquées seulement par des étrangers, mais obstinément ignorées par la communauté locale. Maintenant, cette affaire ne peut plus être cachée. Trop de coïncidences et de concordances qui ne peuvent plus être expliquées par la simple logique. 7h43 du matin, petit aérodrome à Red Dust Cove, entouré d'un terrain désertique sans vie. Jonathan Kane, médecin du service médical royal de l'aviation, attend patiemment l'autorisation d'atterrissage de l'avion sanitaire. Le soleil, n'ayant pas encore eu le temps de monter haut, colore l'horizon d'une teinte orange poussiéreuse. Kane décide de s'abriter du soleil près d'une vieille clôture faite de tôle ondulée entourant la ferme des Macpherson. Dans la pénombre derrière la clôture, le regard du médecin remarque par hasard de petits fragments blanchâtres, comme des os d'animaux blanchis par le soleil. De telles découvertes dans cette région sont habituelles, ne troublent généralement personne. Cependant,
Kane est alerté par leur taille et leur aspect inhabituel, trop fragile, trop petit. Un sentiment d'inquiétude apparaît instantanément, forçant Kane à mémoriser l'endroit. Il s'en va, s'efforçant de se convaincre que ce ne sont que des bagatelles. Mais les pensées troublantes ne le quittent plus. Le soir du même jour, il signale ses soupçons aux autorités locales. Et cette rencontre simple, presque fortuite, déclenche une chaîne d'événements qui changeront à jamais le destin de la famille Macpherson. Quelques heures plus tard, des agents de police et des criminologues arrivent à la ferme. Les premiers examens confirment immédiatement que le médecin avait raison dans ses soupçons. Dans les cendres d'un vieux fumoir sont découverts de petits fragments osseux et 8 germes dentaires, partiellement endommagés par le feu. Le laboratoire criminologique de Darwin, ayant confirmé les données au bout de 3 jours, annonce que les restes appartiennent à de très jeunes personnes venues au monde tout récemment. L'enquête commence à chercher des indices supplémentaires et ils apparaissent presque immédiatement. Sur le mur de la chambre arrière de la maison familiale des Macpherson pendent 3 bracelets en tissu avec des dates brodées 18-0-2-17, 0-3-0-6-20, 27-0-1-24. Ces chiffres sont d'abord perçus simplement comme une étrangeté, mais la vérification des journaux de communication satellitaire de la ferme montre une coïncidence étrange. Exactement à ces dates, la communication avec le monde extérieur était complètement interrompue pendant exactement 36 heures. L'enquête se concentre sur 2 figures. Claire Macpherson, 34 ans, mère de famille. Une femme qui ces dernières années a pratiquement cessé de communiquer avec quiconque au-delà de la ferme. Les voisins la décrivent comme une figure silencieuse, presque muette, apparaissant en public rarement et à contre-cœur. Son statut est noté comme « suspect actif ». Le second nom, Duncan Macpherson, homme âgé et chef de famille de facto. On en sait encore moins sur lui. Les voisins ne se rappellent à pratiquement aucun cas où il aurait quitté la ferme, préférant mener une vie fermée, complètement isolée. Le statut de Duncan, les enquêteurs le définissent brièvement, dans l'ombre. L'un des premiers médecins ayant examiné la scène de crime avait émis l'hypothèse d'une attaque de chien sauvage. Sur les restes osseux, des fragments de poils avaient été découverts, ce qui confirmait cette version. La police penchait initialement exactement pour celle-ci. Les animaux ici sont grands, dangereux, et des attaques sur les hommes s'étaient déjà produites auparavant. Cependant, très vite l'enquête comprend que tout ici est plus complexe qu'il n'y paraît au premier regard. Les restes semblent trop propres, comme si quelqu'un avait soigneusement et méticuleusement veillé à cacher toute trace possible. Le rapport préliminaire du laboratoire médico-légal, obtenu au bout de 2 jours, change radicalement la direction de l'enquête. Sur les restes sont découvertes des traces d'alcali. Ce fait exclut complètement l'attaque d'animaux, car de telles traces ne peuvent apparaître qu'à la suite d'une action humaine délibérée. La Major Crime Squad demande immédiatement un mandat urgent de perquisition du territoire de la ferme Macpherson. À partir de ce moment, la police n'a pratiquement plus de temps pour réfléchir et temporiser. Les suspects ont une chance de détruire les preuves restantes. Claire Macpherson, 30 ans, en garde à vue. 3 disparitions mystérieuses, malheur ou action réfléchie. 2 jours se sont écoulés depuis que la police a officiellement arrêté Claire Macpherson. La salle d'interrogatoire du commissariat de Darwin, une pièce petite et ascétique, avec des murs couverts de peinture grise décolorée. En 2 jours, rien n'a changé ici. Seuls les visages des policiers ont changé et des piles de papier se sont ajoutées sur la table. Claire se tient à distance, presque indifférente. Pendant les dernières 24 heures, elle n'a jamais demandé ni nourriture, ni eau, attendant calmement les questions des enquêteurs. Sur le visage de la femme se lit seulement de la fatigue et de l'impénétrabilité, mais elle ne manifeste aucun signe évident de repentir ou d'agitation. L'inspecteur Sam Barton étudie attentivement les papiers devant lui. Parmi eux, les données définitives du laboratoire criminologique de Darwin
qui confirme que les restes osseux et germes dentaires trouvés appartiennent à des parents de Claire du côté maternel. Ce fait est maintenant complètement confirmé et Claire ne nie plus son lien avec les fragments trouvés. À la question de l'inspecteur sur l'origine des restes, Claire répond calmement et posément. Selon ses dires, tous les trois, dont les restes ont été trouvés à la ferme, sont venus au monde déjà morts. Elle affirme qu'elle les a simplement enterrés comme elle pouvait, sans impliquer aucun de ses proches dans cela. Sa voix sonne de manière convaincante, mais les enquêteurs remarquent un détail important. La femme ne manifeste pas la moindre agitation ou tristesse en racontant une expérience si lourde. Ses réponses sont perçues comme apprises et formelles, comme répétées de nombreuses fois avant ce jour. Néanmoins, les enquêteurs doutent de son récit. L'expertise technique montre que Claire n'aurait physiquement guère pu transporter seule une charge d'environ 3 kg sur une distance de 28 mètres jusqu'au lieu d'inhumation, surtout compte tenu de son état physique immédiatement après l'accouchement. Les calculs montrent une faible probabilité qu'une telle manipulation ait pu être accomplie par elle, sans l'aide d'une autre personne. Cela pousse la police à supposer que quelqu'un de ses proches a pu être complice, ou au moins témoin de ces événements. À ce stade, Claire change sa version, mentionnant que près de la ferme apparaissent régulièrement des chiens sauvages, des dingos, et se réfère au garde forestier Steve Long. Elle rapporte qu'elle a entendu de lui des cas où les animaux pouvaient voler et emporter tout ce qui traînait, y compris des restes. De sa part, cela sonne plutôt comme une tentative de trouver au moins quelque explication à ce qui s'est passé qu'une accusation intentionnelle d'une personne concrète. La police vérifie cette version et se rend immédiatement à la rencontre du garde forestier Steve Long, un aborigène local surveillant l'ordre dans les régions éloignées du district. Steve, familier depuis longtemps avec la localité et ses particularités, confirme que les dingos dans cette partie du pays se rencontrent effectivement souvent. Cependant, il affirme avec assurance que dans la nuit de la disparition du 27 janvier 2024, il se trouvait complètement ailleurs. La confirmation de l'alibi du garde forestier arrive pratiquement instantanément. Le journal GPS, saisi de la voiture de service Toyota Land Cruiser de Steve Long, démontre que le garde forestier cette nuit-là se trouvait à une distance de 42 km de la ferme McPherson. Cela exclut complètement sa participation et son implication dans les événements mentionnés par Claire. Ainsi, la tentative de Claire d'expliquer les disparitions par l'intervention d'animaux sauvages et d'impliquer d'une manière ou d'une autre le garde forestier s'est révélée infructueuse. Long, qui s'était retrouvé au centre de l'attention de l'enquête, est maintenant complètement exclu de la liste des suspects possibles. Après l'exclusion du garde forestier du nombre des suspects, l'enquête change de focus. L'attention de la police se tourne vers le mari de Claire, Eoan McPherson, qui jusqu'à présent n'était pratiquement pas mentionné dans les protocoles officiels. Son rôle dans les événements reste encore flou, mais la vérification de son alibi et de ses moyens techniques devient maintenant une tâche prioritaire de l'enquête. De ses témoignages et de son comportement dépendra en grande partie la direction future de l'enquête. Eoan McPherson, mari de Claire, reste au centre de l'attention de l'enquête. Il affirme que dans la nuit de la dernière disparition, il s'occupait de réparer l'onduleur solaire. Mais son récit est-il véridique ? Le matin du 19 mai, les enquêteurs arrivent de nouveau à la ferme McPherson. Cette fois, l'objectif est clair. Ils doivent vérifier minutieusement les paroles d'Eoan McPherson, mari de Claire. Eoan, homme de 35 ans de taille moyenne, accueille la police en silence, ne tentant pas de cacher sa tension. Il sait que l'attention est maintenant dirigée sur lui. Eoan affirme avec assurance que lors du dernier incident survenu le 27 janvier, il se trouvait à la ferme et était occupé à réparer l'onduleur de la centrale solaire. Selon ses dires, la technique a fait défaut et il déconnectait l'onduleur manuellement pour effectuer la réparation nécessaire. Les enquêteurs vérifient cette déclaration en détail et trouvent des incohérences troublantes. La police saisit le journal d'enregistrement du dispositif Victron Inverter qui enregistre automatiquement chaque action avec lui. Les enregistrements disent complètement l'inverse. Aux dates indiquées par Eoan,
L'onduleur n'était pas simplement temporairement déconnecté à cause d'une panne. Le log a enregistré que l'appareil avait été manuellement déconnecté pendant exactement 36 heures. Les enregistrements de panne ou de réparation sont complètement absents. Les témoignages de Eoan commencent à paraître franchement douteux. Simultanément, les criminologues trouvent encore un autre indice clé dans le local auxiliaire de la ferme. Sur un seau dans lequel ont été découverts 5 kg d'hydroxyde de sodium, est trouvé un adhésif isolant avec une trace de salive d'Eoan Macpherson clairement préservée. La présence de sa salive sur le couvercle du seau, ce n'est plus une coïncidence. C'est une indication directe de sa participation active aux événements. Eoan est forcé de reconnaître le fait d'achat de l'alcali. Lors de l'interrogatoire, il explique son acquisition par la nécessité de nettoyer régulièrement les tuyaux d'eau. Eoan affirme que la ferme est vieille, les tuyaux se bouchent constamment, et l'alcali lui a été recommandé comme moyen pour déboucher. Pour confirmer ses paroles, il présente un reçu du magasin d'Alice Springs du 2 juin 2020. Cependant, les enquêteurs ont déjà examiné la ferme et savent que tous les tuyaux d'eau sur le territoire sont faits de polyéthylène et partiellement de tuyaux flexibles. Ce sont des matériaux pour lesquels l'utilisation d'alcali est non seulement inutile, mais aussi destructrice. Donc, l'explication d'Eoan sur la destination du produit chimique est complètement inconsistante. Ce même jour, les enquêteurs reçoivent des témoignages inattendus de la cousine germaine d'Eoan, qui vit dans l'agglomération voisine. La femme affirme qu'elle a entendu d'Eoan lui-même l'utilisation d'alcali pour l'élimination de carcasses de chèvres à la ferme. Elle est sûre qu'il faisait cela exclusivement pour économiser sur la procédure officielle de destruction des restes d'animaux. Au premier regard, la version semble convaincante et digne de vérification. Cependant, bientôt est découvert un nouveau fait, bien plus important, bouleversant la version de la sœur. Lors de l'examen minutieux de la ferme dans la grange, cachée derrière un tas de vieilles planches et de ferrailles, les enquêteurs trouvent un grand seau en plastique de 20 litres. Les experts criminologues notent immédiatement des traces suspectes sur les parois intérieures. Les analyses subséquentes montrent un résultat sans équivoque. Sur le seau sont découvertes des traces mélangées de sang de Claire Macpherson et de quelqu'un de très jeune, celui-là même dont les restes avaient été découverts plus tôt. Cet indice devient l'argument décisif réfutant l'histoire sur l'élimination d'animaux. Maintenant, la police sait exactement que Eoan n'a pas simplement participé, mais a aussi activement appliqué des produits chimiques, manifestement pas à des fins ménagères. Il devient évident que les événements se produisant à la ferme Macpherson ne sont pas un hasard et pas une tragédie domestique. L'enquête passe à une nouvelle étape. Maintenant, tous les efforts sont dirigés vers la compréhension de la figure de l'aîné de la famille, Duncan Macpherson. C'est exactement lui, membre aîné de la famille, homme restant constamment dans l'ombre, qui attire maintenant l'attention maximale de l'enquête. Dans son passé se cachent peut-être les réponses à de nombreuses questions, restant jusqu'à présent sans explication. Dans les profondeurs de la ferme Macpherson, une nouvelle découverte change complètement l'ampleur de ce qui s'est passé. Qui est derrière cela ? Le matin du 20 mai à la ferme, Macpherson règne un silence tendu. Les enquêteurs de la Major Crime Squad, ayant pleinement réalisé la gravité des indices contre Eoan, élargissent le cercle de recherche. Maintenant, leur attention est concentrée sur encore un autre emplacement, la fosse à compost, située dans la cour arrière de la ferme. Cet endroit, semblant complètement ordinaire pour la campagne, était resté jusqu'à présent inaperçu. La vérification initiale du sol amène les enquêteurs à décider d'ouvrir complètement la fosse. Après quelques heures de travail, à une profondeur d'environ 2 mètres, est découverte une couche dense de charbon de bois datant d'environ 2017. Et juste derrière elle, cachés dans le sol noirci par le temps, apparaissent des restes osseux appartenant manifestement à plusieurs très jeunes êtres. Leur quantité fait que les policiers se figent instantanément. Il devient évident que l'ampleur de ce qui s'est passé ici est beaucoup plus large que supposé précédemment. Le groupe criminologique effectue immédiatement un test express du sol et des eaux à l'aide d'un indicateur chimique spécial, PhosCheck.
Le test montre instantanément une haute teneur en phosphate et azote, marqueur chimique clair de combustion de protéines. Ainsi, le soupçon que les restes avaient subi une combustion intentionnelle devient un fait indubitable. Les événements de 2017 deviennent maintenant aussi un épisode clé de l'enquête. Pour les enquêteurs, cela signifie que les Macpherson cachaient non seulement les derniers événements, mais aussi des tragédies beaucoup plus anciennes. Simultanément, l'enquête réussit à trouver un témoin complètement nouveau. Un pilote du service médical de l'aviation qui travaillait sur cette route encore en février 2017. L'homme, récemment retraité, raconte volontiers à la police les détails de cette journée étrange. Selon ses dires, le vol commandé pour l'aide médicale urgente à la ferme Macpherson avait été soudainement annulé par le commanditaire lui-même, bien que le temps fût clair et les conditions de vol idéales. Ce fait est fixé documentairement et suscite une suspicion particulière chez les enquêteurs. Les enquêteurs vérifient rapidement les conditions météorologiques de ce jour, s'adressant au météorologue bénévole qui tenait un journal météorologique à Red Dust Cove. L'homme confirme que la visibilité était excellente, plus de 10 km, et qu'aucun obstacle météorologique pour l'avion médical n'existait. Cela ne signifie qu'une chose. L'annulation de l'appel a été faite intentionnellement pour empêcher l'apparition de personnes étrangères à la ferme exactement ce jour-là. Ainsi, il devient clair que les tentatives des Macpherson de cacher ce qui se passait ont commencé beaucoup plus tôt et étaient beaucoup plus réfléchies que supposé précédemment. Additionnellement, est menée une recherche minutieuse de tous les restes osseux trouvés qui, selon les premiers témoignages, auraient soi-disant pu être emportés par des animaux sauvages. Le pathologiste judiciaire, ayant étudié minutieusement les fragments trouvés, rejette définitivement cette version. Selon le rapport officiel, sur aucun échantillon ne sont découvertes des traces de morsures ou d'action de dents d'animaux. Tous les dommages, sans exception, portent le caractère d'action thermique. La question des dingos est fermée une fois pour toutes. Ce même matin, la police arrive finalement à l'aîné de la famille, Duncan Macpherson. Son logement est fouillé particulièrement minutieusement. Parmi les affaires personnelles de Duncan, les enquêteurs trouvent un ordinateur portable sur le bureau duquel est conservé un fichier PDF avec le nom Right of First Flesh V2. Le document s'ouvre et est étudié très superficiellement pour éviter des détails excessifs. Mais même un regard rapide permet à la police de comprendre que ce texte est manifestement lié aux événements se produisant à la ferme. À partir de ce moment, Duncan devient officiellement suspect. Maintenant, la tâche principale de l'enquête, étudier la personnalité de Duncan Macpherson et découvrir son rôle dans ce qui se passe. Jusqu'à présent, Duncan se trouvait dans l'ombre, évitant l'attention de la police. Maintenant, son passé et son idéologie doivent être étudiés de la manière la plus minutieuse. De cela dépend à quel point l'enquête ira loin et si elle réussira à révéler toute l'ampleur de ce qui s'est passé à la ferme Macpherson. Duncan Macpherson, 62 ans, mis en garde à vue. La question principale de l'enquête, comment cet homme a-t-il soumis toute la famille ? Tôt le matin du 21 mai, Duncan Macpherson franchit pour la première fois le seuil du commissariat de Darwin. Cet homme âgé, resté auparavant, figure imperceptible dans l'affaire, paraît maintenant calme et retenu. Dès le début, il ne tente pas de nier son rôle dans la vie de la famille, mais ses réponses sont extrêmement prudentes et soigneusement réfléchies. Pour les enquêteurs, il est évident que Duncan est une personne pas simple et sait manifestement garder ses émotions sous contrôle. Dans le bureau des analystes de police sont déjà posés les résultats de l'étude du document trouvé sur l'ordinateur portable de Duncan, le fichier sous le nom Right of First Flesh V2. Ce texte, malgré des fragments partiellement censurés, montre clairement que c'est exactement Duncan qui a créé la justification idéologique de ce qui se passait dans la famille. Mais l'enquête ne révèle pas encore cela complètement, s'efforçant de comprendre plus à travers Duncan lui-même. En même temps, les analystes trouvent un vieux journal de Duncan Macpherson, daté encore de 1998, 26 ans avant les événements d'aujourd'hui. Parmi de nombreuses notes domestiques,
Il y en a une qui se distingue par son étrangeté et son imagerie effrayante. Il mentionne que la fumée d'un très jeune être serait soi-disant capable de prolonger le souffle du vieux berger. À ce stade, l'enquête comprend. L'idée que Duncan a commencé à utiliser plus tard a des racines profondes et a été formulée bien avant les événements des dernières années. La vérification supplémentaire du passé de Duncan mène à un témoin de 2002, un vétérinaire local. Il informe la police qu'au début des années 2000, Duncan appliquait déjà des méthodes étranges à la ferme. Il fumait de petits chevreaux, expliquant cela par quelques destinations médicinales. Alors on n'y avait pas prêté attention, considérant cela comme une lubie étrange mais relativement inoffensive d'un fermier âgé. Maintenant, tout paraît différent. Un intérêt particulier suscite chez l'enquête la construction même de la fosse à compost, transformée en fait en énorme fumoir. Quand les enquêteurs demandent les documents sur sa construction, il s'avère rapidement que la fosse avait été érigée peu avant le début des premiers événements connus. Le reçu de la compagnie Catherine Bricks de 2016 montre l'achat de 600 briques réfractaires. Ces briques étaient réellement disponibles sur le marché australien à la période indiquée et Duncan ne nie pas leur acquisition. Cependant, il n'explique pas la vraie destination d'une si grande quantité de matériaux spécialisés. L'enquête remarque rapidement un détail important. La date d'achat des briques coïncide avec la première grossesse de Claire Macpherson. Maintenant, le tableau commence progressivement à se dessiner. Duncan se préparait manifestement à l'avance aux événements, planifiait et préparait la base technique bien avant le début du premier épisode enregistré. L'avocat de Duncan, présent à tous les interrogatoires, tente de diriger l'attention des enquêteurs dans une autre direction. Il déclare officiellement que la fosse de fumage était utilisée exclusivement pour le traitement et le fumage du bétail agricole. Cette explication sonne plausible. La ferme Macpherson gardait effectivement beaucoup d'animaux, et au premier regard, les paroles de l'avocat ont droit à l'existence. Cependant, les enquêteurs savent déjà que l'explication simple ne concorde pas avec les faits établis précédemment sur les lieux. Maintenant est nécessaire un indice ferme qui pourrait définitivement réfuter cette version. La solution vient rapidement. Un analyseur portable de fluorescence X est envoyé à la ferme par les criminologues, ce qui permet d'étudier en détail la composition chimique de la maçonnerie de briques. Les résultats de l'analyse sont extrêmement clairs. Sur les briques sont découvertes des microparticules de phosphate et de calcium, restes typiques apparaissant exclusivement au contact avec des restes humains. Aucune application agricole de telles traces ne peut exister. La fausse version de l'avocat sur l'application de la fosse de fumage pour les animaux s'effondre sous la pression de cet indice scientifique direct. Après ces découvertes et preuves, l'enquête comprend. Le rôle de Duncan ne se résume pas seulement à la participation technique ou à la simple direction de la famille. Il s'occupait manifestement de la préparation planifiée des événements, utilisant en même temps des convictions profondément implantées dans la conscience de la famille. Maintenant est venu le temps d'étudier plus attentivement l'aspect psychologique. Comment exactement Claire et les autres membres de la famille ont pu se retrouver sous une influence si forte de Duncan? Et comment cette influence fonctionnait? Pendant des années, la ville affaiblit le sang. C'était la légende principale de la famille Macpherson. Mais comment la peur de l'exil est-elle devenue le principal instrument de contrôle sur Claire? Le matin du 23 mai, les enquêteurs reçoivent une preuve importante éclairant l'état psychologique de Claire Macpherson, figure centrale de l'enquête. Parmi la multitude de papiers saisis de la maison Macpherson plus tôt, est découverte une lettre envoyée par Claire à sa sœur encore en 2019. Dans cette lettre courte et désespérée, Claire avoue à sa sœur que si elle ne peut pas passer un certain rituel mystérieux, alors, selon sa profonde conviction, sa vie s'interrompra avant qu'elle n'atteigne 30 ans. Ces mots sonnent sinistrement, mais expliquent beaucoup de ce qui paraissait précédemment complètement inexplicable. Les enquêteurs voient pour la première fois distinctement que c'est exactement la peur devant la punition mythique qui pouvait retenir Claire de fuir ou de demander de l'aide. Maintenant, c'est évident. Le contrôle de Duncan Macpherson sur elle n'est pas seulement cruel, mais aussi soigneusement réfléchi. Pour la compréhension ultérieure de la situation,
La police invite un psychologue expérimenté spécialisé dans les cas d'influence sectaire. Après une analyse détaillée des lettres, témoignages et comportements de Claire, le psychologue tire une conclusion sans équivoque. Chez la femme sont présents des signes prononcés de troubles dépendants qui sont caractéristiques des personnes ayant subi pendant des années un contrôle cultuel. Le psychologue explique aux enquêteurs qu'une telle influence s'atteint par un traitement de conscience prolongé et systématique, basé sur la peur de l'isolation et de l'exil de la communauté. Dans le cas de Claire, la peur devant la possibilité de se retrouver en ville, où, selon la légende familiale, le sang s'affaiblit, est devenue absolue et écrasante. Maintenant, il est important pour les enquêteurs de comprendre à quel point Claire elle-même réalisait la gravité de ses actions. Selon les résultats de l'expertise des psychologues et psychiatres fournis à l'enquête, il devient clair. Claire agissait effectivement sous une forte suggestion et pression de la part de l'aîné de la famille. Cependant, le rapport souligne que la femme comprenait complètement les conséquences de ses actions et pouvait les évaluer dans le cadre de la réalité. Cela signifie que, malgré la pression, Claire n'est pas privée de responsabilité complètement. La police voit maintenant clairement devant elle une personne qui s'est trouvée simultanément victime et participant des crimes. Cette dualité complique considérablement les actions ultérieures de l'enquête et la prise de décision définitive. En réponse à ces conclusions, l'avocat de Claire insiste sur la version de psychose postpartum. La défense tente de prouver que la femme ne réalisait pas ses actions et ne pouvait pas se rendre compte à cause de l'état psychologique extrêmement lourd causé par l'accouchement. Bien que cette explication ait un droit formel à l'existence, les données des conclusions psychiatriques déjà existantes affaiblissent considérablement cette version. Les enquêteurs comprennent qu'il sera possible de rejeter ou confirmer définitivement cette piste seulement après des examens médicaux plus approfondis. Cependant, à ce moment apparaît encore un témoignage important, changeant complètement la vision de l'affaire. Lors de l'étude du journal des messages satellitaires du modem Iridium de la ferme Macpherson pour le 26 janvier 2024, est découvert un SMS court de Claire à Duncan. Le texte est laconique et clair. « Je suis prête. Pour nous. » Pour les enquêteurs, ce message devient la preuve la plus importante confirmant le caractère conscient de ses actions et la présence d'intention. Maintenant, il est déjà impossible de percevoir Claire seulement comme une victime passive des circonstances. Elle participait manifestement à la planification et réalisation de tout ce qui s'est passé à la ferme, bien que le degré de sa conscience et de sa soumission nécessite encore une analyse ultérieure. Après la découverte de ce SMS, la police procède à l'étude de l'histoire d'achats et d'utilisation de trousses obstétricales régulièrement achetées par la famille Macpherson. Cette ligne d'enquête mène à la coopérative agricole locale Red Dust Agricultural. Les enquêteurs ont l'intention de découvrir qui et quand exactement achetait les complexes médicaux et à quel point c'est lié aux événements à la ferme Macpherson. Un indice inattendu du passé éclaire la participation de personnes extérieures. Qui se cachait derrière l'achat de matériaux médicaux ? Tôt le matin du 25 mai, au commissariat de Darwin, arrive un message inattendu d'un expéditeur inconnu. Il contient une photo de facture pour trousse obstétricale numéro 229 de 2020. La signature du comptable sur le document est distinctement visible. Ross Moss. Ce nom apparaît pour la première fois au cours de l'enquête. Et pour la police, c'est un signal. Il est temps de regarder plus attentivement une personne qui ne figurait aucunement précédemment dans les matériaux de l'affaire. Les enquêteurs commencent la vérification et établissent rapidement que Ross Moss est un ancien membre de la communauté Macpherson. Il l'avait quitté en 2021 et depuis vivait séparément, évitant les contacts avec la famille. L'enquête réussit à le retrouver rapidement et à le convoquer pour interrogatoire. Lors de la conversation avec la police, Ross Moss accepte de raconter sa version des événements. Il confirme qu'il appartenait à la communauté et exécutait des fonctions comptables. En particulier, il formalisait les achats de matériaux médicaux et chimiques. Cependant, selon ses dires, Duncan Macpherson lui disait personnellement des choses étranges qui déjà alors paraissaient troublantes à Ross.
Soi-disant, ne pas partager la chair du premier-né était considéré comme un grand péché. En même temps, Moss insiste qu'alors, il ne percevait pas ces paroles littéralement et ne pouvait pas supposer les vraies conséquences de ses achats. Parallèlement au témoignage de Moss, la police mène un audit de la compagnie Red Dust Agricultural par laquelle passèrent les paiements. La vérification d'audit de l'ASIC confirme que cette coopérative était en fait une société écran. Par le compte à la banque Catherine Bank passaient les paiements non seulement pour les trousses médicales, mais aussi pour les produits chimiques, y compris l'hydroxyde de sodium et l'extrait d'acacia. Les enquêteurs s'intéressent directement à savoir si Ross Moss était au courant du but de ses achats. Sa réponse sonne de manière convaincante. Au début, il affirme qu'il ne savait absolument rien, considérant qu'il s'agissait seulement d'accouchements à domicile caché, répandus dans les communautés rurales d'Australie. Cependant, bientôt ces paroles sont mises en doute. Sur la clé USB saisie chez lui le jour de l'arrestation et immédiatement scellée avec l'utilisation de hachage SHA 256, est découverte une correspondance dans laquelle Moss discutait personnellement les détails d'achat d'Alcali. Les messages contenaient des indications sur l'urgence de la livraison, immédiatement après l'accouchement. Ce qui témoignait manifestement de sa compréhension de la spécificité de la situation. Maintenant, il devient clair que Moss savait plus qu'il ne l'avouait précédemment. Il n'était pas simplement comptable, mais un maillon important dans la chaîne de fourniture de matériaux utilisés dans les crimes à la ferme Macpherson. Ross Moss tente de se présenter comme une personne trop petite et insignifiante pour comprendre les véritables intentions de Duncan et de la famille Macpherson. Il dit qu'il se voyait seulement comme un exécutant ordinaire, obligé d'exécuter les indications des membres aînés de la communauté. Les enquêteurs fixent attentivement cette version. Cependant, il est déjà clair que le degré d'information de Moss était considérablement plus élevé qu'il ne tente de le montrer. Néanmoins, à ce stade, il est important de souligner que le rôle de Moss n'est pas clé ou dirigeant. Il n'était pas idéologue. Plutôt, ses fonctions portaient un caractère pratique. La preuve la plus importante apparaît ce même jour quand les spécialistes criminologues recherchent minutieusement les tableurs électroniques saisis chez Ross Moss. Parmi eux est découverte une note FF Window 36 Hush. Lors de la vérification des dates et de la comparaison avec les journaux de l'opérateur de communication satellitaire Iridium, il devient clair que le cadre temporel désigné dans le tableur coïncide complètement avec les périodes déjà connues de 36 heures de déconnexion de communication de la ferme Macpherson. Cet indice prouve sans équivoque que Moss connaissait non seulement les faits eux-mêmes, mais aussi le temps exact des événements se produisant. À partir de ce moment, Ross Moss passe officiellement au statut de témoin à charge. Il ne tente plus de nier sa connaissance des circonstances, comprenant que la résistance ultérieure est inutile. Avec l'apparition de Moss et de ses témoignages, l'enquête reçoit enfin la clé de la participation directe de chacun des trois personnages principaux, Claire, Ewan et Duncan. Maintenant, la police se prépare à passer à l'analyse des matériaux vidéo qui doivent fixer leur participation directe et confirmer définitivement le degré de responsabilité de chacun. L'enquête sur la ligne d'arrivée. La question principale était maintenant de savoir qui exactement était l'initiateur, l'aîné Duncan, la mère Claire ou son mari, Ewan Macpherson. Le 28 mai, 3 jours après les témoignages clés de Ross Moss, l'enquête reçoit de nouvelles preuves éclairant le rôle de chacun des 3 suspects. Maintenant, l'attention principale est rivée à la personnalité d'Ewan Macpherson, qui paraissait précédemment la figure la moins significative parmi les suspects. Le matin, dans la maison Macpherson, la police trouve une note cachée parmi les papiers et vieux livres d'Ewan. Dans la note est écrit laconiquement « Brûle pendant que c'est chaud, sinon les esprits pleurent ». Ce texte suscite immédiatement chez les enquêteurs des associations avec le journal de Duncan Macpherson, précédemment saisi et minutieusement étudié. Les policiers transmettent la note pour expertise. Ce même jour, l'expert linguiste donne une conclusion confirmant que les mots de la note sont absolument identiques aux tournures stylistiques et linguistiques utilisées par Duncan dans les notes de journal faites il y a de nombreuses années.
Cela parle du fait que l'aîné ne contrôlait pas simplement la famille, mais influençait aussi directement les actes d'Eoan, lui dictant même les formulations d'action. Eoan, évidemment, n'était pas une figure autonome. Pour l'enquête, il devient important de comprendre qui est donc Eoan Macpherson. Seulement un pion dans le jeu d'autrui ou l'exécutant direct d'actions lourdes. Le psychiatre, ayant étudié les matériaux de l'affaire et les résultats des conversations avec Eoan, présente une conclusion sans équivoque. L'intellect du suspect est considérablement inférieur à la moyenne, et il se trouvait sous la suggestion absolue de Duncan et Claire. Le psychiatre le caractérise comme une personne menée, capable d'exécuter des indications sans poser de questions et sans analyser les conséquences. Cela explique pourquoi Eoan est devenu participant d'événements lourds sans opposer aucune résistance. Pendant ce temps, l'avocat de Duncan entreprend une tentative de défendre son client, affirmant que l'aîné n'a jamais été présent directement lors de la combustion des restes et par conséquent ne peut pas être accusé de participation directe. Selon la version de la défense, toutes les actions étaient accomplies exclusivement par Eoan et l'aîné ne porte pas de responsabilité personnelle pour ces événements concrets. Cependant, la police a déjà des faits réfutant de telles affirmations et bientôt apparaît l'indice définitif qui ferme tous les doutes sur le rôle de Duncan. Le soir du 28 mai, la police obtient accès au dernier indice décisif. C'est un enregistrement vidéo du téléphone portable de Ross Moss, fait le 3 juin 2020. La qualité de la vidéo est suffisamment élevée et les figures sur l'enregistrement sont facilement reconnaissables. Sur les images, on voit distinctement que près de la fosse de fumage se trouve exactement Duncan Macpherson. C'est exactement sa voix qui donne des indications claires de descendre le seau. Malgré les affirmations de la défense, il est maintenant exactement établi. L'aîné était personnellement présent et dirigeait le processus. Cette vidéo devient la preuve décisive liant définitivement Duncan à la participation directe aux événements survenus. Après l'analyse de toutes les preuves présentées, la police transmet le dossier rassemblé au Crown Prosecution Service, service d'accusation royale. Maintenant, l'affaire passe officiellement au stade de préparation du procès judiciaire. L'accusation est sûre de la force des preuves rassemblées et a l'intention de présenter au tribunal un tableau exhaustif de la participation de chaque suspect. Le 12 mars 2025, au tribunal suprême du territoire du Nord à Darwin, commence la séance finale. Pendant plusieurs mois d'audience judiciaire et de travail minutieux de l'enquête, le tableau que la police assemblait méticuleusement à partir de nombreux faits et indices a acquis son achèvement. Aujourd'hui, presque un an après les premières découvertes choquantes à la ferme Macpherson, le juge annoncera sa décision. La salle d'audience est remplie à craquer, mais y règne un silence absolu. Les suspects, Duncan, Claire et Eoan Macpherson, se trouvent derrière une cloison de verre, attendant silencieusement l'annonce du verdict. Ils ont pris la décision d'un procès sans participation de jurés, ce qui parle de la volonté d'éviter une attention supplémentaire. Cependant, l'intérêt public pour cette affaire est énorme et compréhensible. Le crime s'est révélé si embrouillé et effrayant qu'il a laissé une trace dans la conscience de toute la région. Le juge énumère méthodiquement les preuves, sans commentaire superflu assemblant le tableau général du crime. Il confirme que les appels du service médical RFDS à la ferme étaient effectivement annulés par les membres du clan eux-mêmes. Tous ces épisodes coïncidaient avec la déconnexion manuellement effectuée de la communication satellitaire par le modem Iridium, qui était étouffé exactement pendant 36 heures. C'est exactement ce temps qui était utilisé pour mener les rituels et la dissimulation subséquente de toute preuve. L'enquête a établi qu'encore en 2016, Duncan Macpherson avait construit à l'avance une fosse spéciale, la revêtant de briques réfractaires spéciales. Leur destination a été clairement établie par les experts criminologues à l'aide de l'analyseur XRF, qui a révélé des restes de matériaux biologiques humains. Les produits chimiques pour dissimuler les restes étaient achetés à plusieurs reprises, et 3 fois a été fixé l'achat de grandes parties d'hydroxyde de sodium. Avec le bois d'acacia, le produit chimique était utilisé pour la destruction complète de toutes les traces biologiques.
Les bracelets en tissu avec des dates brodées, trouvés dans l'habitation de la famille, se sont révélés une confirmation documentaire des événements accomplis. Chaque date coïncidait avec les périodes de déconnexion de communication et de découverte de traces de destruction de restes. L'analyse ADN a établi sans doute l'appartenance des victimes à la famille Macpherson. La vidéo clé fournie par Ross Moss a confirmé la direction directe de Duncan Macpherson de tous les processus. Sa voix et sa figure sont distinctement visibles sur les enregistrements où il donne des ordres de descendre le seau dans la fosse. Au fur et à mesure que le juge lit les détails du crime, Duncan Macpherson perd son sang-froid. Son visage habituellement imperturbable se déforme soudain et il se lève brusquement de sa place. Les huissiers réagissent instantanément, réussissant à le retenir, mais Duncan crie plusieurs fois « Je sauvais le sang ». Sa voix tremble, une panique clignote dans ses yeux, mais on le fait rapidement se rasseoir. Il ne dit plus rien, regardant silencieusement devant lui. Le juge ne commente aucunement cet épisode, continuant à lire la partie finale de sa décision. Le tribunal établit que Claire Macpherson agissait sous l'influence de la peur et de la suggestion, cependant réalisait complètement les conséquences de ses actions et participait activement à ce qui se passait. Ewan Macpherson, selon la conclusion des psychiatres, s'est révélé une personne de niveau intellectuel bas, complètement soumise à l'influence de sa femme et de l'aîné, mais néanmoins participait personnellement à la destruction des traces de crime. Quant à Duncan Macpherson, son rôle est reconnu comme central. Il est l'initiateur, organisateur et principal inspirateur de tous les événements survenus. Le tribunal souligne aussi séparément, malgré tous les efforts de l'enquête et des criminologues, le nombre exact de victimes, surtout relatives à la période de 2017, est impossible à déterminer à cause de la destruction d'échantillons ADN par le temps et l'action de substances chimiques. Ainsi, la vraie ampleur de ce qui s'est passé peut rester inconnue à jamais. En conclusion de la séance, le juge du tribunal suprême du Territoire du Nord rend le jugement définitif sur l'affaire. Claire Macpherson est reconnue coupable et condamnée à la réclusion à perpétuité avec une durée minimale de purge de peine de Duxen-Ossisen, 25 ans. Malgré les circonstances atténuantes de pression psychologique, le tribunal a reconnu ces actions trop lourdes pour considérer une mesure de punition moindre. Duncan Macpherson, reconnu organisateur principal et inspirateur, est condamné à 30 ans de réclusion sans droit à libération conditionnelle. Ewan Macpherson est reconnu coupable de participation active au crime et reçoit 22 ans de réclusion. La dernière phrase du juge sonne uniformément et sèchement. Le nombre exact de victimes de 2017 est impossible à établir. Sur ces mots finissent les paroles. Le juge ferme le dossier avec les matériaux de l'affaire et quitte la salle d'audience. À sa suite, la salle quitte lentement les journalistes et les rares spectateurs. Les accusés sont silencieusement emmenés par les agents du service de sécurité du tribunal. La ferme Macpherson est maintenant fermée et scellée par la police. La fosse à compost, lieu des derniers indices et des découvertes les plus terribles, reste sous sceau spécial. Le vent du désert disperse silencieusement et indifféremment la poussière rouge sur le terrain sans vie, gardant encore des secrets non révélés et peut-être à jamais perdus de ce lieu sombre.